En deuxième partie d'émission, nous reviendrons un peu plus en détail sur la grève ou la crise qui s'écoule actuellement le secteur de l'éducation. Puis, il sera question de parler de cette défaite, de cette cuisante défaite du président gambien Yaya Jammeh lors de la dernière présidentielle gambienne. Et enfin, nous clôturons cette émission en toute beauté avec l'actualité hors du continent africain avec la France. Nous parlerons également de cette démission, également de cette situation de l'actualité sociopolitique en France avec François Hollande et tout ce qu'il y a concernant la prochaine présidentielle dans ce pays. Nous allons commencer, comme je le disais, avec l'atelier sur la décentralisation organisé par le gouvernement togolais, un atelier dont les rideaux sont tombés jeudi dernier. Justin, c'est selon vous un atelier de trop? Un atelier de trop, je laisserai le dire, mais sauf que lorsque vous suivez un tout petit peu les déroulés de cet atelier, il y a lieu également de se poser beaucoup de questions, mille et une fois. Ceci dit que ce n'est pas la première fois que le gouvernement togolais a eu à initier une telle rencontre dans le cadre de la décentralisation au Togo, notamment sur la tenue des élections locales. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que ça date de pratiquement bientôt 30 ans que la dernière présidentielle sur la dernière élection locale voilà. a eu lieu au Togo. Donc je pense que lorsque vous analysez ce qui a été fait de par le passé à travers les ateliers antérieurs et ce qui venait encore d'être fait, et moi j'ai l'impression qu'on joue le dilatoire. Donc on gagne du temps pour rien du tout. Parce que lorsque vous parlez aujourd'hui de la démocratie, les principes démontrent en suffisance qu'il faut aller vers les peuples, il faut donner la parole au peuple, de tout gérer, comme on le dit d'habitude. Mais malheureusement, le constat qui est fait ici, on parle du développement à la base, sans pourtant véritablement donner la parole aux populations au niveau de la base. Donc, c'est la base elle-même qui doit se prendre en charge aujourd'hui. C'est le peuple au niveau de la base qui doivent se prendre en charge, se développer leur communauté, faire en sorte que le développement dont on parle puisse connaître son épanouissement. Donc, malheureusement, le constat n'est pas fait. On parle du développement d'un pays, on parle de la démocratie, et au même moment, on s'obstine à donner la parole à ces populations au niveau de la base, d'élire leurs représentants locaux. Donc, c'est à ce niveau-là que moi je dis que c'est un atelier qu'on a organisé lorsque vous suivez un tout petit peu. Donc, les derniers développements, notamment après la présentation du rapport général, parce que nous sommes partis pour couvrir la fin de cet atelier, mais lorsque le rapport général a été présenté avec le débat qu'il y a eu tout au long, avant la clôture même de cet atelier, donc il a lieu de se poser énormément de questions, parce que j'ai cru entendre dans la salle qu'il va y avoir un élargissement de la délégation spéciale dans nos localités, et que donc cet élargissement va concerner également les acteurs de la politique, notamment ceux de l'opposition. C'est-à-dire qu'on va parler maintenant d'une délégation spéciale avec l'implication directement des différents courants politiques de l'opposition comme du pouvoir. Et au-delà également de ce principe-là, on parle également de la démocratie communale, entre guillemets, qui dit qu'il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects, notamment sur la commune de Lomé ou le Grand Lomé. On parle de 10 communes, et qu'au même moment, dans les discussions, nous avons eu à rencontrer les participants et qui nous ont fait attendre qu'en réalité, l'idée qui est cachée, c'est de faire en sorte qu'au finish, Lomé puisse perdre donc, son histoire, tout ce qu'elle contient comme fait donc, pour le développement en temps réel. Donc, ça voudrait dire que les communes seront autogérées, et au même moment, Lomé va perdre donc, un grand nombre d'atouts. Donc, lorsque vous voyez tout ça et qu'au même moment, on n'a pas arrêté un chronogramme tout au long de cet atelier-là, et que c'est au finish, on projette qu'après le renouvellement de la CENI, la réécriture du code électoral, et la mise en place d'une nouvelle CENI, c'est à partir de cet instant-là qu'il faut aller vers 15 à 18 mois avant la tenue des élections, qui éventuellement serait jumelée avec les législatives de 1998. Moi, je pense qu'il y a lieu quand même de se poser énormément de questions. Voilà. Et Fimet, t'as quoi, vos réactions? Vous savez, réfléchir n'a jamais été une mauvaise chose en soi. Réfléchir, ça veut dire simplement arriver à faire une double flexion. Mais l'intérêt, c'est qu'à la fin de cette double flexion, qu'on arrive à faire un bon qualitatif. Juste dire qu'après toute rencontre, ce qu'on attend, c'est des résultats concrets.
La décentralisation, il faut partir de sa définition. La décentralisation, c'est quoi? C'est une émancipation des régions, des communes, des départements ou préfectures Voilà. à l'égard du pouvoir central par le transfert d'un certain nombre de compétences, d'un certain nombre de pouvoirs, de ressources de l'État vers les collectivités territoriales. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est de savoir si le pouvoir en place ou le régime en place veut ou voudrait qu'on amorce véritablement le processus de décentralisation. Moi, le constat va être à deux niveaux. Le premier constat, moi j'en doute, c'est-à-dire c'est sur le plan économique. Vous savez, la décentralisation va engranger beaucoup d'argent. Parce que quand on parle de communes, il doit y avoir des structures. Quand on parle de régions, il va y avoir des structures. Quand on parle des préfectures, avec des élections, il va y avoir des structures, il y aura des cadres. Et cela va nécessiter une mobilisation d'assez de fonds. Est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que le pouvoir est prêt à décasser des sous? Du moment où il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays, du moment où il y a la surfacturation, du moment où il n'y a pas la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire, l'argent se concentre quelque part, les responsables ou les directeurs généraux ne déclarent pas leur bien, le président de la République ne déclare pas leur bien. Donc, il n'y a pas de transparence. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, une minorité qui contrôle les richesses du pays. Donc, quand on va accepter faire la décentralisation, est-ce que ce ne sera pas un manque à gagner pour cette minorité-là? Voilà. Parce que quand on parle de minorité, la minorité, c'est au niveau du pouvoir que de l'opposition. Donc, selon vous, il y a tous ces aspects qu'il faut tenir compte. Donc, sur ce point aussi, le pouvoir est en train de réfléchir. Parce que ça va faire sortir beaucoup d'argent. Il va falloir mobiliser. Est-ce qu'il faut privilégier peut-être les intérêts personnels à ceux du... Voilà, c'est la question. Voilà. C'est la question. Donc, cette question-là, on doit se la poser. Du moment où on trouvera une solution ou une réponse à cette question-là, là, on amorcera véritablement le processus de décentralisation. L'autre aspect, c'est l'aspect politique. Vous savez, la décentralisation, ça appelle à une autonomie. Ça veut dire les régions vont s'autogérer, les communes vont s'autogérer. Sur le plan politique, par exemple, lors des élections, on peut avoir un président de région ou un gouverneur de région. Peut-être on peut avoir un gouverneur de région ANC au niveau de la région centrale, un gouverneur de région au but au niveau de la région, au niveau de Dapan, un gouverneur de région au niveau des plateaux qui n'est pas peut-être de uni et tout ça. Donc pendant peut-être 5 ans ou 3 ans, ceux-là vont travailler pour enraciner véritablement leur parti. Voilà. Mais maintenant, quand on parle de vouloir calquer ce truc de délégation spéciale sur toute l'étendue du territoire, et tendre cela aux autres communes, est-ce que ce n'est pas une manière de faire une décentralisation à la togolaise? Ce n'est pas une manière. Oui, peut-être vous avez bien terminé une décentralisation à la togolaise, mais il faut savoir qu'on n'appelle pas ça décentralisation, on appelle ça déconcentration. Parce qu'au-delà de ça, c'est le pouvoir qui décide. La déconcentration, vous savez, les Français l'ont remarqué avant 1980, parce qu'à l'époque, c'était Paris et les ministères qui décidaient de tout. Mais au début des années 80, quand François Mitterrand arrivait au pouvoir, il dit non, on ne peut pas tout décider depuis la base. Alors que la France est à plus de 60 millions d'habitants. Voilà. Donc c'est là où les Français ont voté les premières lois principales de la décentralisation. Et à l'époque, c'était le porte-parole du gouvernement Gaston Defferre. Donc, c'était un gouvernement de gauche qui a initié les premières lois en matière de décentralisation pour donner certaine autonomie aux régions, aux communes et aux départements. Et en 2003-2004, un gouvernement de droite avec Jacques Chirac a amplifié la situation pour donner une certaine autonomie. L'aspect politique que je voudrais évoquer, si vous permettez, c'est que le gouvernement ou le parti au pouvoir est dans un esprit de conservation de pouvoir. Et vous allez remarquer que aujourd'hui, c'est comme tout est verrouillé. C'est ce qui est d'ailleurs normal, parce que les partis politiques sont là pour la conquête d'un pouvoir. Écoutez, il y a une différence entre conquête de pouvoir et conservation de pouvoir. Voilà. Partout, il y a l'esprit de conquête du pouvoir. Mais vous savez, c'est un régime qui dure depuis près de 50 ans. Et le régime fait tout pour s'enraciner. Écoutez, quand toutes les sociétés d'État sont concentrées entre les mains du régime, quand la plupart des richesses du pays sont concentrées entre les mains du régime, est-ce que vous êtes sûr qu'avec la décentralisation, la donne ne va pas changer? Le régime,
faire ses calculs politiques. Voilà. Et il va falloir tenir compte de tout cela. Le jour où le régime va dire non, on ne va plus évoluer dans un espèce de conservation de pouvoir, là, on trouverait la solution à tout cela. Et on aurait une décentralisation efficace. Sans la décentralisation, il serait difficile d'avancer. Voilà. Justin Nani. Oui, j'aimerais quand même placer un mot, parce qu'il ne faut pas faire la nuance, il faut faire le distinguo entre les termes. Parce que, Agbo l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de la décentralisation et la déconcentration, il y a différence. Maintenant, dans le cas d'espèce, on parle de la décentralisation. Ce qui voudrait dire que le pouvoir revient maintenant aux populations au niveau de la base. Et voilà. Maintenant, si le pouvoir revient au niveau des populations, au niveau de la base, nous rentrons dans une logique de la démocratie, qui voudrait dire que c'est le pouvoir pour le peuple, pas le peuple, et dirigé par et pour le peuple. Voilà. Donc, sur la base de ce principe-là, la question fondamentale qu'il fallait se poser, ou qu'il faut se poser, est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un État démocratique? Je pense que tout doit partir de ce principe-là. Ce qui suppose que si véritablement nous sommes en démocratie, il faut le respect d'un certain nombre de principes démocratiques. Et tout à l'heure, Firmin le dit, lorsque vous vivez dans une démocratie, vous supposez vivre dans une démocratie. Et que les tests fondamentaux de la République sont là et que les gouvernants font fi de ne pas les respecter. Je prends par exemple un article, une disposition constitutionnelle qui fait obligation non seulement au chef de l'État d'aller présenter l'état de la nation devant les parlementaires, devant les élus du peuple, et qu'il ne le fait jamais, qu'il ne l'a jamais fait. Lorsqu'une disposition constitutionnelle fait obligation au chef de l'État de déclarer ses avoirs, eh bien, à la prise de fonction, et depuis 11 ans, plus de 11 ans, il est au pouvoir, il ne le fait jamais, et même au temps de son papa, il ne l'a jamais fait, au-delà de tripatouillage, de manipulation ou de cafouillage au niveau de la Constitution. Déjà, à partir de ce principe-là, dites-vous que nous ne sommes pas encore sur le plan démocratique. Voilà. Donc, parler maintenant de la décentralisation dont il est question, mais il faut quand même relever qu'au cours de cet atelier, on a parlé, on a fait venir des experts du Burkina Faso, du Sénégal, de la France, de l'Allemagne, de parler de l'expertise, de ce qu'ils ont fait expérimenter dans le processus dans leur pays respectif. Voilà. Mais il a établi que lorsqu'on veut parler véritablement de la démocratie aujourd'hui, c'est une question de volonté politique, d'aller vers cette décentralisation. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas parler de la décentralisation aujourd'hui et refuser de faire la démocratie. Les deux vont de pair. Mais lorsque vous ne voulez pas faire respecter les normes démocratiques, les pratiques démocratiques, et vous voulez parler de la décentralisation, moi je pense que c'est un faux fuyant. Donc c'est une duperie, voilà. Donc une sorte de tromper les gens et pour dire voilà, nous sommes là parce que les partenaires sont là, ils font tellement de pression, ils demandent, parce que l'ancien Premier ministre, comment on l'appelle, Hatem Ahumezounou, qui a présidé même les travaux, a eu à le dire que chaque fois qu'il a eu à voyager lorsqu'il était en pause, on lui demandait c'est quand est-ce que vous allez avoir la décentralisation chez vous, quand est-ce qu'il va y avoir les élections locales chez vous, et que vraiment ça embête, ça talonne tous les esprits qu'il faut aller vers la décentralisation. Mais la question fondamentale qui se posait également, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir en place accepte de pouvoir quand même laisser du lest. C'est la question qu'il faut se poser, parce que c'est une question de politique qui est sur le tapis. On ne voudrait pas quand même laisser quoi que ce soit. Et il y a une minorité qui s'accapare, et on ne veut pas lâcher. La réaction même des chefs de la délégation spéciale lors de la clôture dans la salle, et ça démontre la suffisance. Et la question également qui se posait aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un appart qu'on entend d'étendre pour les acteurs de l'opposition lorsqu'on dit que cette fois-ci, ça sera élargi et que l'opposition va rentrer dans la délégation spéciale. Donc je pense que c'est tout un piège là. Ouais. On fait semblant d'avoir une volonté vers la mais en réalité, il y a quelque chose, une intention qui est cachée derrière. Voilà, ce n'est pas pour répliquer à ce que Justin Anani vient de dire, mais il a posé une question. Est-ce que nous sommes dans un État démocratique? Vous savez, on nous a donné 26 ans pour construire la démocratie. Moi, avec le constat que j'ai fait, je me suis dit que le Togo a juste trempé ses orteils dans le fleuve de la démocratie. Vous voyez toute cette grande... Il a juste trempé. Oui, voilà. Il a juste trempé ses orteils dans le fleuve. Il a ressorti. Voilà. Donc ça veut dire simplement que on nous a donné 26 ans et je vais commencer avec le haut pour dire que avec le régime qui est en place et avec cette opposition que nous avons,
il nous serait difficile de construire une véritable démocratie au Togo. Voilà. Parce qu'on nous a donné 26 ans et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Donc, l'opposition est quand même responsable de ce qui se passe. Il y a eu l'opposition aussi à sa part de responsabilité. Vous savez, je vais juste donner un exemple. Du moment où on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas la transparence, il n'y a pas la reddition de comptes, il n'y a pas la culture de résultats. Ce sont des principes phares de la démocratie. Donc je ne pense pas qu'on est en démocratie. Oui, mais ce n'est pas l'opposition qui j'en viens. Vous savez, avec les partis, avec ce qui se passe au cas, avec ce qui se passe dans les partis, il n'y a pas de démocratie au sein de nos formations politiques. Voilà. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a qu'un seul chef qui est là et puis qui décide de tout. Il dit, il fait partir les gens, après lui-même il revient. Tout ça, vous voyez, nous sommes toujours avec l'esprit de chef. Donc ça veut dire, on nous a donné 26 ans, on n'a pu rien faire à ce niveau. Ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent en ce qui concerne la construction de la démocratie. Moi, je voudrais continuer en disant que du moment où il y aura toujours les intérêts personnels, du moment où il y aura toujours l'esprit de conservation du pouvoir, il nous serait difficile d'entrer véritablement ou de nous engager véritablement dans le processus ou sur la voie de la décentralisation. Je continue en disant que j'ai l'habitude de dire aux confrères que le président de la République, Faure Gnassingbé, a tout réglé en juin à Berlin. Lorsqu'il accordait une interview à Deutsche Welle, il a parlé de deux choses très importantes. Il a dit par rapport à la limitation du mandat présidentiel, il est en train de réfléchir. Il a déjà fait, il est en train de faire son 3e mandat, mais il réfléchit, il ne sait pas encore s'il va limiter le mandat ou pas. Ça veut dire qu'avec la Constitution, il peut encore faire 2 ou 3, 4 mandats. Chose qui n'est pas normale, quand il faut qu'il se prononce sur cette question. Il faut qu'il se prononce. Ça veut dire simplement que lui, il est en train de diriger, il est le seul maître à bord, et c'est un régime présidentialiste. Et il a encore parlé de quelque chose qui est très important et dont les journalistes ne font même pas mention. Il a parlé des enjeux de pouvoir. Quand on parle des enjeux de pouvoir ou quand on parle d'enjeux de pouvoir, on peut faire abstraction d'un certain nombre de choses. Ça veut dire que ce sont les intérêts qui sont derrière. Donc du moment où on ne quittera pas par cet esprit-là, il nous sera difficile d'arriver à construire la décentralisation. Parce que quand on parle de la décentralisation, ça veut dire que les gens ne vont plus dépendre du pouvoir. Voilà. Les gens ne vont plus dépendre du nez. Vous savez, de nous, quand vous allez à l'intérieur, pendant les élections, les gens dépendent du pouvoir. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les grandes boîtes. Écoutez, vous voulez parler des sociétés? Quand vous voyez les grandes boîtes aujourd'hui, les grandes sociétés, elles dépendent du pouvoir. Ce sont des militants du pouvoir qui dirigent. Et on voit pendant les élections, voir ce qui se passe. Vous voyez, donc quand on parle de la décentralisation, il y a beaucoup, le pouvoir va perdre politiquement. Le pouvoir fait ces calculs-là. Il va perdre politiquement. Au niveau de la région centrale, par exemple, le pouvoir peut perdre. Au niveau de la région de la Cara, le pouvoir peut perdre. Parce que peut-être ce sera un opposant qui sera élu maire là-bas ou un opposant qui sera gouverneur de région là-bas. Et pendant peut-être 5 ans, l'élu de la localité va travailler psychologiquement pour implanter les valeurs de son parti. Voilà. Et pendant les élections, les élections présidentielles, le pouvoir pourrait perdre. Le pouvoir est en train de faire ces calculs-là. Mais je voudrais dire, pour dire que je voudrais terminer à ce niveau pour dire que, vous savez, il y a des bienfaits en ce qui concerne la décentralisation. La Chine, c'est un régime de système de parti unique. Voilà. Mais vous savez, la Chine, c'est un pays fortement décentralisé. Et je vous apprends, peut-être je vous apprends rien ou je vous rappelle que la plupart des entreprises, ou 77% des entreprises publiques, sont contrôlées par les gouvernements locaux. Voilà. Justin, l'opposition est quand même responsable de cette situation. Non, cette pensée, moi, je n'arrive pas à la partager. Voilà. Pour la simple raison que lorsque vous parlez de la gestion même de la cité, l'opposition n'a rien à voir. Ça, c'est fondamental. Et l'opposition joue le rôle de contre-pouvoir. C'est là où je reviens également. Parce que lorsqu'on veut parler véritablement d'une opposition responsable, soit-elle ou non, on doit entrer dans une logique de la démocratie. Lorsque le principe n'y est pas, je pense qu'on ne peut pas s'attaquer à l'opposition. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever pour dire « je suis opposant ». Les pouvoirs, les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, fabriquent leurs opposants. On en a connu un peu partout et au Togo, ça existe. Les gens qui sont là et qui se résument uniquement à leur seule personnalité, et qui crient sur les toits comme quoi ils sont des opposants pour le régime. Et ils sont pleins. Et derrière, combien de militants, personne ne le sait. Combien d'adhérents, combien ils sont dans le bureau, personne ne le sait. C'est là où moi, je ne partage pas cette pensée qui fait croire qu'en réalité, l'opposition togolaise pendant 25 ans ou 26 ans est responsable de ce qui se passe. À un moment donné, les forces vives de la nation se sont retrouvées pour sortir le Togo de sa situation hantée avant la conférence nationale souveraine. Mais le constat est établi comme quoi il y a une armée crânique qui était derrière, qui n'a pas voulu que le pays s'inscrive dans
dans la logique de la démocratie. Voilà. On a vu ce qui s'est passé, l'attaque contre la primature, le 1er octobre 1991. Le 8 octobre 1991, l'attaque contre la primature. Le 3 décembre 1991, contre la primature également, avec l'assaut qui était donné pratiquement plus de 25 ans, jour pour jour aujourd'hui. On a vu ce que ça a donné. Après, il y a des a récupéré tous les pouvoirs. Mais le Togo a marché de pas de caméléon jusqu'à ce jour. On fait semblant de faire la démocratie, on fait ceci, ça ne marche pas. Et même les élections dont on parle, on dit qu'il faut aller vers ces élections avec un candidat unique. Mais je fais observer également que des élections antérieures que nous avons à connaître dans le passé, les opposants, par voie multiple, se sont présentés à ces élections-là. Mais les résultats ont démontré à suffisance et que Yadema a été battu. Et aujourd'hui, même à suffisance également que son fils Fouquet aux affaires aussi a été battu. Je me rappelle en 93, Yadema s'est présenté avec, comment elle appelle, Jacques Amouzou, Dani Ife et autres là. Le résultat, tout le monde le connaît après. En 98, il y avait plusieurs candidats. J'écris sur l'IPO avec ce qu'on a connu, la présidente de la Commission électorale nationale, Mme Mawanana Dabouya, qui aujourd'hui assume également une autre responsabilité dans le pays. Avant sa démission, les résultats étaient là. Et Yadema n'a pas voulu qu'on aille au second tour parce qu'il y avait le second tour à ce moment-là. Voilà. Mais en 2003, Boba Kitani, on a vu ce que ça a donné, avec une multitude de candidats de l'opposition. En 2010, on a vu, avec le V7 qu'on a bloqué, de façon délibérée, on s'est accaparé des résultats. 2005 d'abord. 2005, voilà, 2005, avec ce qu'on a connu des morts, avec Boba Kitani également. Voilà. Et récemment, 2015, avec cette façon de publier les résultats par M. Tafa Tabiou. Il faut quand même dire qu'en réalité, le problème du Togo ne se limite pas là. Et nous sommes dans une logique, dans une dimension, dans un régime militaro-fasciste, comme un professeur aime le dire, et qui fait semblant de faire la démocratie, de poser les pas de la démocratie, mais qui en fait n'en est pas une. Donc c'est là le constat aujourd'hui. Donc si on veut parler de la décentralisation, je pense qu'il faut partir de ces constats-là pour dire que qui bloque quoi et pourquoi le Togo n'arrive pas à avancer. Mais je m'étonne qu'on parle du ministère du Développement à la base. On parle de quelle base au Togo ? Avec tout ce qu'on débloque en matière de budget pour ce ministère-là. Et on parle de la démocratie. Et au même moment, on ne veut pas donner la parole à ces peuples-là de se développer. Je discutais avec un blanc hier, comment on l'appelle, lors de la clôture. Il me disait qu'il ne comprenait pas le pourquoi tout est bloqué. Parce que les partenaires sont là. Ils demandent tout simplement que le pays soit décentralisé, qu'on apporte les subventions et que les localités s'autofinancent, voilà, se développent. Mais au même moment, les populations là-bas sont là, ils souffrent. Je ne les debout pas là que manger aujourd'hui au Togo, c'est tout un problème. Mais au même moment, on dit, on évolue, on gouverne au nom du peuple, on fait ceci. Alors qu'il y a une minorité, c'est pratiquement les mêmes minorités qui se sont retrouvées la fois dernière pour parler de cette atelier. Donc c'est pour dire tout simplement que l'opposition n'a rien à voir. Ceux qui sont aux affaires, c'est une question de volonté politique. Ils ont l'obligation aujourd'hui de sortir du Togo dans cette situation-là. Voilà. Résumer rapidement une réaction par rapport à l'opposition. Je voudrais juste dire, vous savez, quand vous voyez aujourd'hui l'état du Togo de 1967 à aujourd'hui, vous voyez le bilan du général Yadema, c'est un bilan catastrophique. Et aujourd'hui même, on peut dire que peut-être il y a quelques bribes de développement que nous constatons, mais ce n'est pas ce que nous devons avoir. Voilà. Mais c'est le pouvoir qui est responsable de tout ce que nous avons. On nous parle de 6%. Bon, on revient à la croissance économique. C'est pas la croissance économique. Vous savez, la croissance économique souvent n'est pas inclusive. Voilà. Vous savez, la croissance économique, c'est quoi? C'est l'investissement plus la consommation. Voilà. Si en 2 ans ou en 1 an ou en 12 mois, on fait venir 2 entreprises où l'État finance la construction de 2 routes et on embauche des gens, on embauche peut-être 1000 personnes, on embauche 2000 personnes et ces 1000 personnes vont avoir un peu de sous et vont aller dans les magasins consommer et dépenser. Donc c'est sur cette base-là. Et les gens qui n'ont plus rien à voir cette année-là. Donc la croissance économique, ce sont des chiffres macroéconomiques, des indicateurs macroéconomiques qui n'arrangent que le pouvoir et les bailleurs internationaux. Voilà. Mais au fait, ce sont des chiffres qui ne sont pas inclusifs, comme vous dites, voilà, qui est assez représentatif de la situation que vivent les populations. Mais sur ce point même, je vais encore revenir aux Chinois. Vous savez ce que les Chinois ont fait, puisque vous avez parlé de la croissance économique. Voilà. Les Chinois se sont rendus compte à un moment donné qu'ils sont en train de perdre. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs entreprises ferment. Parce que les Chinois n'ont pas un pouvoir d'achat conséquent. Ils ont dit non. Comme nous sommes en train de perdre et que les exportations aussi sont en train de diminuer, en décembre 2015, les Chinois se sont dit toutes les entreprises vont augmenter les salaires, privés ou publics. Vous devez augmenter les salaires. Pourquoi? Pour que les gens puissent avoir le pouvoir d'achat et que les entreprises
puissent rouvrir leurs portes et que la consommation, l'économie puisse tourner. On voit les Chinois, on voit ce qu'ils sont en train de construire sur le plan économique. Mais nous, Africains, n'arrivons toujours pas à faire cette analyse-là. C'est une question de bonne foi. De bonne foi, si les gens n'ont pas d'argent, si vous affamez les gens, si vous privez les gens du travail, si vous privez les gens du minimum, mais comment allez-vous construire un pays économiquement fort? Ce n'est pas possible. Les dirigeants africains sont en train de nous tromper. Mais je vais vous dire simplement que aujourd'hui, le bilan que nous avons aujourd'hui, bien sûr, on peut dire que les choses sont en train d'évoluer petitement, mais le premier responsable, c'est le pouvoir qui est en place. Parce que le pouvoir, il doit assurer mon bien-être, il doit assurer votre bien-être. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui payez le chef de l'État indirectement. C'est vous qui payez les ministres. Vous avez aujourd'hui votre salaire. Et sur votre salaire, on prélève quelque chose. Quand vous prenez votre salaire, vous allez dans un supermarché. Quand vous prenez votre salaire, vous allez dans les stations d'essence. Et sur tout ce que vous faites, on prélève quelque chose. Et on prélève quelque chose. Et on envoie ça dans le trésor public. Et avec cela, l'État assure ses charges de façon plus aisée. Et l'État, en contrepartie, doit assurer notre bien-être. Si nous n'allons pas bien dans ce pays, c'est le premier responsable, c'est l'État. Mais je vais juste dire que l'opposition a un peu facilité un certain nombre de choses dans ce pays. L'opposition a facilité un peu... Justin Rani disait tout à l'heure que le pouvoir fabrique son opposition. Oui, cela existe. Mais ceux-là qui se prévalent des règles de la démocratie, parce que je me dis, il y a des opposants qui se disent, on veut construire la démocratie. Mais il faut que vous... Ils donnent le bon exemple. Ils ne donnent pas le bon exemple. Voilà. Ils veulent tout pour eux. Les opposants fabriqués par le régime ne peuvent jamais donner de bons exemples. Je suis désolé, c'est parce qu'ils sont là, ils jouent un rôle. Ils jouent le rôle d'accompagnement. Et le pouvoir là. Ceux-là que vous traitez d'opposants fabriqués par le régime, moi je ne les connais pas. Non, moi je fais une analyse d'une manière générale. Parce que quand on est opposant, il faut être sincère dans la logique, dans la thématique, dans l'objectif qu'on s'est fixé et où on veut amener la masse. Voilà. Est-ce qu'on ne faut pas faire des concessions à un certain moment? C'est pas possible. La concession par rapport à quoi? Par rapport aux enjeux politiques, parce que... Non. Quand on veut parler même de la concession, moi je pense que lorsque vous analysez dans les dernières périodes la situation politique du Togo, la concession, l'opposition togolaise en a fait. C'est-à-dire quand vous partez de Colmar jusque là où nous sommes aujourd'hui, avec le tripatouille de la Constitution, et que tout ce que nous avons connu avant la signature de l'accord politique global en 2006, les mots qu'il y a eu avant l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et s'il faut parler de conception aujourd'hui, moi je pense que cette conception-là, l'opposition togolaise en a fait. Mais dans tous les cas, moi je dis que la balle ne revient pas à cette opposition-là de pouvoir sortir le pays de l'ornière. De l'ornière ou de peuple dans cette situation actuelle. Tout peuple est responsable de ce qui lui arrive. Si vous voulez que ça change, il revient à ce peuple de se prendre en charge, dire que nous voulons changer les choses. Les Burkinabés ont démontré l'exemple. Mais quand vous êtes là, vous résignez. Mais un peuple résigné est un peuple mort. Et s'il y a cette résignation, par exemple, du peuple, c'est peut-être parce qu'elle se complaît dans cette situation, elle est à l'aise dans cette situation. Je ne sais pas le dire, mais moi je fais le constat, malheureusement, que ce peuple-là, sa résignation, je ne saurais le dire, mais le peuple togolais ne vit pas. Et un peuple qui vit difficilement avec $1 par jour. Non, c'est moins d'un dollar. Moins d'un dollar, voilà, par jour. Et ce peuple, on ne peut pas dire que c'est un peuple qui est heureux. Donc, si ce peuple-là est résigné, et je ne sais pas pour quelle cause, je ne sais pas pour quel but, mais moi je dis que la résignation, dans une certaine période, fait tuer tout un peuple. Et c'est ce que nous constatons avec tous les problèmes que nous avons avec les élèves dans la rue, un peu partout dans le pays. Je vais dire quelque chose. Vous savez, un opposant, c'est qui? Un opposant, c'est celui qui s'oppose au régime. Un opposant, c'est un gendarme au régime. Ça veut dire qu'il y a le parti au pouvoir. Mais vous, avec votre formation politique, vous avez un gouvernement bis. Ça veut dire, sur le plan éducation, vous avez votre projet de société. Sur le plan économie, vous avez votre projet de société. Sur le plan agriculture, vous avez votre projet de société. Et vous comparez votre projet de société à celui du gouvernement. Et quand ça ne marche pas, vous dites, Monsieur le Président, c'est ce que vous avez promis. Alors que si on vous laissait la place là, c'est ce que vous feriez avec des chiffres bien précis. Vous savez, moi je dis qu'en Afrique, il est difficile d'avoir des opposants. Il est très difficile parce que l'opposition ne comprend pas encore le sens. L'opposition doit être une alternative crédible. Ça veut dire simplement que quand le régime n'est plus au pouvoir ou le parti au pouvoir n'est plus au pouvoir, quand moi j'y serai, je ferai mieux que lui. Voilà. C'est ce qui se fait normalement. Mais au Togo, c'est très difficile. Moi, je voudrais juste dire simplement que ce que nous avons, la misère
qui sévit dans le pays, le premier responsable, c'est le régime qui est au pouvoir. Voilà. Voilà, je vais vous proposer, chers confrères, d'avancer dans cet échange. On va parler à présent de la crise que nous connaissons actuellement depuis quelques semaines, ou depuis quelques années même déjà, je vais dire, dans le secteur de l'éducation. Et depuis quelques semaines, c'est des populations, c'est des élèves que nous voyons dans les rues, d'Apparon et dans bien d'autres villes, même à Lomé. On a assisté peut-être à ces manifestations des élèves qui réclament leurs enseignants. Comme vous pouvez le voir à l'image, plusieurs milliers d'élèves sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol au chef de l'État. Et depuis, les négociations entre le gouvernement et les différents syndicats achoppent toujours sur plusieurs points. Et cette situation est quand même regrettable, Justin Anani, parce que ce ne sont pas la première année, c'est pas la première fois qu'on assiste à une C'est plus que regrettable. Voilà. Plus que regrettable. Ça m'amène à me poser beaucoup de questions sur l'avenir même de ce pays. Donc un pays dans lequel vous vivez et que l'éducation est bafouée et que vos enfants sont laissés à volo, on ne sait pas ce que demain sera fait. Je pense que systématiquement, ce pays-là n'a pas d'avenir. Voilà. Et donc moi, je suis tellement triste parce que c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Et vous rappelez-vous, en 2012, c'est de pareilles situations qui a conduit au décès de deux enfants. Deux enfants, à Dapaon, Douti et à Assel. Donc, si nous sommes encore arrivés à ce stade-là aujourd'hui avec toutes les promesses faites par ce pouvoir, ce gouvernement, avec comme disent, on va dérouler un programme qui concerne la vie sociale, donc c'est le mandat social. Et tout à l'heure, on fait cas de la décentralisation et voilà, les élèves sont dans les rues. Voilà. Les revendications d'ordre général posées, légitimes d'ailleurs, qui sont posées par les enseignants, on fait fi, on tourne les gens en bourrique, on organise un sommet à coût des milliards, on revient à la case départ, on dit il n'y a pas les sous, on s'en fiche, on dit on ne va plus discuter avec telle catégorie de syndicats. Et que on choisit les syndicats on choisit les syndicats parce qu'on a aussi dans ce domaine fabriqué malheureusement des gens, on a fabriqué des responsables syndicaux. Voilà, c'est un peu ça le système de la dictature. On fabrique des gens qui accompagnent, on dit voilà, nous sommes là, nous, société civile, on défend. Et il y a encore parmi ces groupes d'hommes, ceux également qui font partie de la société civile au niveau des organisations de la défense des droits de l'homme, qui accompagnent, mais qui font semblant de faire un travail de fond. Et tout le monde ne dit rien. Donc c'est ça malheureusement le danger du pays. Voilà, les enfants sont encore dans les rues. Maintenant, c'est aujourd'hui que le pouvoir s'est rendu compte qu'il faut tenter maintenant de négocier avec la coordination de ces quatre syndicats-là. Donc les discussions se sont ouvertes depuis. Bon, qu'est-ce qui en est sorti? Les gens sont toujours campés sur leur position. On ne sait pas ce que demain sera fait. Moi, je suis triste. Mais moi, je dis également au même moment que si nous sommes arrivés à ce stade-là, c'est parce que, je reviens encore sur le mot de la résignation. Parce qu'on ne peut pas rester là, bras croisés, laisser les gouvernants à qui on prétend donner le pouvoir de nous diriger et se conduire de la sorte, et que les parents sont à la maison, bras croisés, comme on appelle mon ami Firmé Agbo, est là, et on dit voilà, il faut laisser les enfants, il faut laisser le pouvoir faire. Et si les enseignants ne sont pas payés, bon, tant pis, bon. Et il y a certaines mêmes organisations qui montent sur les créneaux, qui disent mais que les enseignants en font trop, en demandent trop. Mais il faut faire l'expérience d'enseigner une fois pour savoir ce que c'est. Je suis désolé. Mais dans ces conditions-là, et le gouvernement veut mettre devant les faits accomplis toute une nation, moi je dis que c'est dangereux. Je ne sais pas où ça va nous amener. Est-ce qu'on attend encore ce que les enfants décèdent avant de pouvoir réagir? Je ne sais pas. C'est là où moi je dis qu'on vit dans un pays où le gouvernement navigue à vue. Je ne sais pas là où on nous amène. Nous sommes dans un bateau sur la mer qui navigue, qui n'a pas de direction, qui n'a pas d'orientation à suivre. Et voilà malheureusement la situation. Voilà. Firmin? Oui, je voudrais dire que si vous jetez un coup d'œil sur la France, vous voyez que c'est un peu développé, n'est-ce pas? Si vous jetez un coup d'œil sur les États-Unis, c'est un peu développé. Si vous jetez un coup d'œil sur Dubaï, la Chine, ce sont des pays développés. Dubaï, c'est une ville des Émirats Arabes Unis. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont mis un accent sur l'éducation. Il y a certains d'entre eux qui sont des pays émergents. Émergents, voilà. Oui, les Émirats Arabes Unis sont un pays émergent. Parce qu'ils ont mis un accent sur l'éducation. Les Chinois, à un moment donné, ils se sont dit non, il faut qu'on mette un accent sur la formation. Donc on envoie des gens en Occident, vous vous formez, vous venez, et on développe le pays. Aujourd'hui, quelle est notre vision?
Vous imaginez quand, au début de l'année, vous mettez de l'argent par rapport au projet de l'éducation, enseignants, élèves, les dépenses, universités, tout ça. Et à la fin de l'année, vous avez un résultat insuffisant et vous ne vous posez pas de questions. Ça veut dire que vous ne savez même pas là où vous allez. Avec ce qu'on est en train de voir, les élèves qui se baladent dans les rues du pays, les élèves qui passent leur journée à la maison, est-ce que vous imaginez un peu les résultats qu'on pourrait avoir? Si on a un résultat moins satisfaisant, qui perd? C'est l'État. Parce que l'État a mis beaucoup d'argent dedans et on n'a pas les résultats escomptés. Est-ce qu'on fait ces calculs-là? Quand vous êtes un ministre de l'Éducation et que vous n'avez pas une politique soutenue en ce qui concerne l'éducation, c'est le résultat qu'on peut avoir dans les rues. Je me demande quelle est la politique ou quelle est la vision de celui-là qui est à la tête du département de l'éducation. Si on ne voit pas ça, s'il ne nous présente pas sa vision, on n'ira pas loin. La vision doit tenir compte des élèves. La vision doit tenir compte des enseignants. La vision doit tenir compte des conditions des enseignants. La vision doit tenir compte des parents et de leur rôle. S'il n'y a pas tout ça, en France par exemple, chaque 2 ans, 3 ans, on réforme le système. Aujourd'hui, on a encore le système de 1970 qui s'applique. Je me demande là où on veut aller. Alors que nous sommes dans une démarche de pays émergents. Moi, je me dis simplement que nous sommes en train de vivre dans une illusion et on ne s'en rend même pas compte. Donc, simplement pour dire que les autorités togolaises manquent de vision en ce qui concerne l'éducation. Quand ils prétendent développer le pays, oui, on va faire venir les entreprises, tout ça, mais nous-mêmes, on peut se former ici. Il faut qu'ils mettent de l'argent, il faut qu'ils mettent de l'ordre. Les autorités, il faut qu'elles mettent de l'ordre dans le système éducatif. C'est une question de vision. Si on a besoin d'experts, qu'on fasse venir des experts, qu'on nous aide à construire un système éducatif solide sur un certain nombre d'années. Et c'est avec cela que le développement pourrait décoller. Mais s'il n'y a pas ça, moi je me rappelle un peu le discours du ministre à la rentrée. Il dit, vous êtes nos chers enfants, vous êtes ce que nous avons de plus cher. C'est un ministre qui dit ça. Moi, je n'ai jamais entendu Naja Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation française, dire vous aimez nos chers enfants. Non, elle vient de façon pragmatique. Elle dit les élèves de 5e, on va les suivre. Les élèves de 4e, on va les suivre sur un certain nombre de mois. On va mettre à leur disposition des enseignants qui vont les suivre dans tel démarche. Au Togo, par exemple, je me demande si le ministre de l'Éducation peut nous dire en classe de 3e à Sokodé, l'année dernière, des chiffres, combien ont réussi sur le plan mathématique, combien ont réussi dans les sciences de la vie et de la terre, le pourcentage. S'il n'a pas ça, je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Voilà. Il faut également essayer de se poser cette question, d'essayer de comprendre pourquoi cette situation. Mais pourquoi? Parce que la situation a perduré juste un année. C'est parce que nous avons eu la malchance d'avoir à la tête de notre pays des gens imaginés, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui sont levés un jour, c'est parce que le pouvoir traîne, ils ont pris le pouvoir et puis sans véritablement développer à l'avant une vision de développement de tel ou tel secteur et surtout le secteur primordial, fondamental, qui n'est autre que le secteur de l'éducation aujourd'hui. Parce que c'est un secteur en lambeau, il faut le dire. Oui. Hein, parce que l'année dernière, les enfants ont fait pratiquement 5 à 6 mois de trucs dans les scolaires. Voilà. C'est pas possible. Et avec les résultats que nous avons connus catastrophiques. Voilà. Vous abordez aujourd'hui les enfants de 3e ou de terminale difficilement. Qui a un niveau assez bas. Voilà. Mais est-ce que la vision d'un pays ou des gouvernants, c'est d'aller dans une localité distribuer l'argent aux élèves de 3e, qu'on en a connu peut-être tout récemment, distribuer des cahiers, les 100 pages. C'est pas comme on est en train de connaître là, je sais pas, dernièrement, à Sokodé où les enfants les élèves de 3e ont été regroupés dans un centre et puis on a distribué de l'argent et tout. Pour dire que peut-être que leurs frais d'inscription sont tellement, c'est pas, dévalués, machin, ainsi de suite. Je ne pense pas. C'est parce que nous avons eu la malchance. Ça m'amène peut-être à revenir sur un aspect fondamental aussi. Je partage l'analyse faite tout à l'heure par Firmin Agbo tout à l'heure. Lorsqu'il comparait les choses, et il faut aussi comparer deux choses comparables, hein, parce que quand vous parlez de la France, le tout, le Togo est loin de ce que c'est que la France. Mais ça m'amène peut-être à faire peut-être un rapprochement. En 1962, au temps de feu Sylvanus Olympio, le Togo et la Corée du Sud étaient pratiquement sur le même longueur d'onde. C'est-à-dire au niveau du PIB, pratiquement c'est la même chose. Produit intérieur brut. Et
quand vous lisez ce nombre de documents, vous allez vous rendre compte qu'il y a un plan de développement, non seulement de la cité, mais également dans le secteur et de l'éducation. Dans presque tous les secteurs. C'est parce que les premiers dirigeants, les nationalistes là, qui sont sortis fraîchement du combat et pour arracher l'indépendance du Togo, se sont très tôt rendus compte que pour développer le Togo, on a besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre doit être la main-d'œuvre qualifiée qui a besoin de l'éducation, qui a besoin de la formation. Et c'est le pourquoi, lorsque vous lisez un certain nombre de documents, notamment celui qui a été présenté à l'ancien président qui a été assassiné américain en 62, comment son nom échappe, Kennedy, puisque M. Feu Sylvanus Olympio s'est rendu aux États-Unis et il a eu à rencontrer Kennedy, où il a demandé des expertises des Américains pour venir peut-être enseigner et vice-versa. Comme comment on l'appelle, Fidel Castro l'a fait avec Cuba dans les États où, aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement, la formation des grands docteurs, les ingénieurs, c'est au niveau du Cuba. La même politique a été adoptée ici. Mais malheureusement, en 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné. Les documents sont là, allez-y, visitez. Mais comment ça s'est passé? Et que de 62, 63, Sylvanus Olympio a été assassiné. Et depuis cette date-là, aujourd'hui, le Togo ne peut plus se comparer à la Corée du Sud. Mais allez-y comprendre. Les Sud-Coréens sont loin. Voilà. Les Sud-Coréens sont loin, c'est parce qu'ils ont mis l'accent sur le développement, sur l'éducation. Le secteur même de l'agriculture, voyez-vous comment est-ce que ça a été élaboré, ça a été développé dans ces pays-là. La même politique a été pratiquée. Le projet de type pionnier agricole qu'on a voulu expérimenter ici au Togo, ici, où en sommes-nous aujourd'hui? Mais les grandes sociétés, les Dacia autres là, les usines, qui ont tombé en faillite. Elles ont toutes fermé. Fermé, pourquoi? C'est parce qu'on manque tellement de gestion. Il y a tant de développement, il y a tant de secteurs qui sont aujourd'hui malades. Mais parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'éducation. Mais sans l'éducation, le pays n'a pas d'avenir. Nos enfants sont dans les rues. Nous sommes les parents là, on croise les bras, on les observe. On se pose des questions. Nous n'avons pas tous les moyens d'envoyer nos enfants à l'extérieur pour aller étudier. Mais, Père Soufflé, que je vous le dise, l'enfant d'un ministre de la République, notamment de l'enseignement supérieur, a eu son bac récemment. Mais il n'est pas au pays pour étudier, il est à l'extérieur. Nos enfants qui sont en cas de terminale, ou peut-être qui ont eu le bac, qui sont à l'université, vivent dans la misère. Dans quelle orientation politique sommes-nous aujourd'hui? C'est là le problème. Le Togo est malade, il faut avoir le courage de le dire et chercher des remèdes, des solutions pour sortir de cette situation. Parce que moi, ça me fait mal. Voilà. Ça fait que depuis un certain nombre de temps, je n'arrive plus peut-être sur les antennes pour aller me prononcer. Parce qu'on est là, on a résigné, on est devenu une victime expiatoire, on observe. Et que voilà, tous les jours que Dieu fait, nous sommes dans une situation dont l'avenir est tellement incertain. Voilà. La question fondamentale qu'il faut se poser, quel est le projet du président de la République en ce qui concerne l'éducation? L'éducation, voilà. Tout ça. Vous savez, quand vous n'avez pas un projet de base, vous ne pouvez pas... Vous pouvez naviguer à vue pour développer le pays. Ils ont quand même un projet, ils peuvent pas... Voilà. C'est comme, j'ai l'habitude de dire, c'est comme nous sommes en train de vivre avec une politique de commattage de brèche. C'est-à-dire, on est là, il y a un problème ici, allez régler ça. Il y a un problème au niveau de la route du boulevard de la Cara, allez régler ça. On ne règle même pas, on déplace. On déplace. Donc peut-être il y a des pavés. Mais s'il faut régler, on aurait dû régler le problème de l'éducation depuis. Voilà. Peut-être on enlève juste ça. Il y a les pavés qu'on a enlevés là, il faut enlever les pavés. Il faut replacer les pavés. Voilà. Il y a au niveau de la route bitumée, donc il y a une partie qui s'est enlevée. Il faut aller colmater. Donc c'est la politique africaine. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas se développer comme ça. Il faut mettre un accent sur l'élaboration des projets solides en ce qui concerne le développement du continent africain. Sinon, on n'ira pas loin. Vous savez, on a passé 50 ans. Quel est le bilan? Mais écoutez... Certains pays africains ont pris conscience. Oui, le Ghana a pris conscience, d'autres pays ont pris conscience. Le problème ne se pose pas. C'est le cas du Togo qui est écoutez, on va revenir un peu sur la décentralisation. Il a dit quelque chose d'important. Rapidement, mais lié à l'éducation. Oui, voilà. On a mis un accent sur les ministres. Il a parlé de ministres imaginaires, ceux qui sont là. C'est-à-dire, les gens sont là, on les prend, on les met à la tête des ministères. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de vision, n'ont pas de projet politique. Alors qu'avec le système de décentralisation, on aurait déjà bien formé qui se sera côtoyé avec la réalité. Quand vous êtes un conseiller municipal, vous avez un petit projet. Quand vous venez, vous êtes élu sur la base d'un projet et vous développez ce projet-là pendant 5 ans ou 2 ans à la tête de votre département et vous évoluez, vous gravissez des échelons et peut-être un jour on vous nommera ministre parce que vous avez déjà l'habitude, vous vous êtes frotté à la réalité et quand vous verrez la tête d'un département, vous allez bien travailler. Il y a des gens qui sont ministres, on les a juste pris, on les a placés à la tête des ministères. Gouverner, ce n'est pas simplement avoir des diplômes.
c'est une question de culture politique, c'est une question de culture, de vision. Il faut avoir cette vision, sinon on n'irait pas loin. Voilà, je vais proposer, chers invités, d'aborder à présent la page internationale de cette émission. Nous allons nous rendre en Gambie où les Gambiens ont décidé de renvoyer ou de chasser du pouvoir Yaya Jammeh après un peu plus de 20 ans passé à la tête du pays. Une élection ou peut-être des résultats qui ont surpris plus d'un Africain. On va suivre cet élément tout juste après. On reviendra ici pour les analyses. Il n'y aura pas d'impunité pour Yaya Jammeh une fois qu'il aura quitté la présidence. C'est Fatoumata Diallo Tambadjang, membre influente de la coalition des partis politiques qui a remporté la présidentielle de la semaine dernière en Gambie, qui a fait la déclaration. Yaya Jammeh devra répondre de tous les crimes commis durant son règne à la tête du pays. Diallo Tambadjang a affirmé que Yaya Jammeh pourrait faire face à la justice dans 1 an ou même moins. La membre de la coalition a également déclaré qu'elle soupçonnait Yaya Jammeh de vouloir mener une rébellion depuis sa ferme de Kanilaï, près de la frontière sénégalaise. Celui qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans est accusé d'avoir instauré l'un des régimes les plus répressifs d'Afrique où ses adversaires ont été emprisonnés, exilés ou simplement tués. Yaya Jammeh a déjà nié ces allégations et a ajouté qu'il avait travaillé dur pour améliorer le niveau de vie des Gambiens. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro Firmin Tekwagbo, chroniqueur politique et journaliste. Également sur ce plateau, Justin Ananien, habitué. Il est journaliste, analyste politique et il est également le directeur de publication de la web télévision Togo Vision. Chers confrères, vous venez de suivre l'élément qui parle un peu de la défaite cuisante de l'ex-M4, pardon, de la Gambie. Je vais parler de Yaya Jammeh. Est-ce que sa défaite vous a surpris, Firmin Tekwagbo? Oui, ça m'a surpris personnellement. Sauf qu'en politique, il faut s'attendre à tout. Ça m'a surpris dans la mesure où, quelques jours avant les résultats, il disait à ses compatriotes, ici en Gambie, il n'y a personne à part moi, c'est moi. Donc, le roi a perdu sa couronne, ça m'a paru bizarre. C'est comme, il y a beaucoup de choses qui l'ont échappé. Il y a des choses qui lui ont échappé et je me demande là, je voulais même écrire une chronique sur cette défaite, tout ça, mais je n'arrive pas parce qu'il y a des choses qui m'échappent moi-même. Qu'est-ce qui serait passé dans les coulisses? Il aurait certainement eu des pressions. C'est comme la victoire de Donald Trump également? Non, mais ici, c'est bien différent parce qu'il y a jamais, avec les crimes commis, avec des cas de torture, il va simplement accepter ça, défaite, dire je retourne au champ. Non, je me dis, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Voilà. Le nouveau gouvernement parle pas d'impunité pour Yaya Jammeh. Mais juste, on n'est pas surpris, hein, mais c'est quand même une victoire. C'est-à-dire, c'est un acte à saluer parce que... Oui, moi, je pense que c'est un acte à saluer, c'est un sursaut d'orgueil. Parce que Yaya Jammeh, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il peut décider aujourd'hui, il dit, mais j'ai gagné les élections, il a toujours fait. Et c'est là où moi, je ne parle pas de victoire, parce que le peuple gambien a toujours gagné. Yaya Jammeh a refusé donc, la victoire du peuple. Il est là, à 29 ans, il a pris le pouvoir, 22 ans aujourd'hui, 51 ans. Bon, il est toujours là, mais on a fait une élection, il a accepté positivement sa défaite. Moi, je pense que ça dénote également que l'homme peut changer. Donc, c'est un artiste qui l'a dit, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà. Et je pense que c'est ce qui m'amène à dire que l'homme peut changer. Si véritablement, dans la volonté, à un moment donné, on se fait notre perspective, on se pose beaucoup de questions, on veut avoir également une autre vision au-delà du fait qu'on est au pouvoir. Sans le pouvoir, il n'y a plus une autre vie derrière. Lorsqu'on a cette conception même de la vie, je pense que c'est mal parti. Voilà. Donc, Yaya Jammeh a compris à un moment donné que bon, on peut laisser le pouvoir continuer à vivre. Maintenant, ce qui s'est passé dans les coulisses, les non-dits, comme mon confrère l'a dit, c'est difficile de le maîtriser. Mais il faut quand même relever que c'est un pays qui vit aujourd'hui au seuil même de la pauvreté. Voilà. Plus de 66% selon les rapports qui démontrent en suffisance que 66%, plus de 66% des populations vivent moins $1 par jour, avec l'état de délabrement total de ce pays qui est isolé, avec tout ce qu'on connaît, absence de démocratie totale. Et je pense qu'il va falloir maintenant faire en sorte que le pays se relève et repartisse de nouvelles bases. Voilà. L'acte que je tiens également à saluer, c'est parce qu'on ne peut pas continuer et pas juger parce qu'il faut juger. Et si véritablement, à un moment donné, les dictateurs, les tyrans, à un moment donné, posent des actes responsables qui vont donc dans le sens de l'apaisement, dans le sens de l'humanisme, il faut reconnaître pour dire qu'on n'a pas besoin forcément de juger. Voilà. Il y a Jammeh avec tout ce qu'il a comme amarda. Voilà. Donc,
de guerre, tout et tout, pour s'imposer, pour dire je ne bouge pas. Et puis, personne ne va pas crier au scandale parce qu'il est connu pour ça. Et on n'a pas entouré la Commission électorale nationale en Gambie avec des militaires ou des chars, comme on en a connu ici en 2015 récemment au Togo. Mais au même moment, le monsieur a perdu ses élections, il a dit qu'il s'en va, malgré tout ce qu'il possède. Je dis que quelque part, il croit à Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui lui a parlé, parce que ce que son Dieu lui dit, c'est ce qu'il fait. C'est un mégalomane qui a acclamé sur les toits qu'il est le grand, le tout-puissant, il est le guérisseur du sida. Voilà. Donc Dieu lui parle. C'est en fonction de ce qu'il reçoit comme orientation qu'il donne, cette directive-là qu'il donne à son pays. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui a parlé. Si Dieu peut aussi parler aux Togolais ici, à un jour de pouvoir s'aider, je pense que ça serait une très bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Si il l'a fait de par sa propre volonté, je pense que c'est une bonne chose. Mais la question, mon inquiétude, c'est par rapport à l'avenir de la Gambie. Vous savez, il a décimé des familles, il a torturé des gens. La question va se poser au niveau des familles. Il va falloir indemniser. Oui, indemniser. Parce qu'on ne peut plus ramener les vivants. Maintenant, il va falloir rassurer les gens, le laisser tranquille. Il a fait de bonne foi rassurer les gens, parce que quand on va encore se mettre à mettre en place peut-être une commission, tout ça, ça va retarder les choses, ça va faire... Est-ce que même ces histoires de commission permettent de relancer un pays? Non, moi ça peut rassurer, et ça peut aider au développement d'un pays s'il y a une bonne volonté politique derrière. Voilà. C'est ce qu'on a vu avec l'Afrique du Sud. Voilà. Ça a apporté mais chez nous, il y a toujours le statu quo. Oui, vous savez, parce que c'est le même régime qui est là. Donc le régime gère le truc à sa façon. On aurait pu au moins s'indemniser ces victimes. Donc il y a beaucoup de choses à ce niveau. Peut-être nous y reviendrons. Mais Yaya Jammeh, il faut saluer ce qu'il a fait. Voilà. Si on peut s'en inspirer aussi, mais puisque le président, lui, réfléchit toujours par rapport à la limitation du mandat présidentiel. Donc il y a beaucoup de choses à faire au Togo. Voilà. Et on a l'impression qu'il y a un vent qui souffle actuellement sur le monde, parce qu'il y a beaucoup de changements géopolitiques. On a vu la France, on a vu les États-Unis, l'Afrique avec Yaya Jammeh, et le Ghana aussi, le Bénin, effectivement. Mais juste en tant que journaliste, comment vous voyez ce changement? Donc, je vois que les peuples sont maintenant déterminés à aller vers l'excellence. Voilà. Donc, un dirigeant aujourd'hui qui s'assoit sur la destinée de tout un peuple est mal vu. Voilà. Est mal venu d'ailleurs. Parce que si vous ne faites pas attention, peut-être un bon jour, c'est le vent populaire même qui viendra vous balayer. Voilà. Et les gens ont compris ce message-là. Je prends l'exemple de François Hollande récemment, qui a compris qu'à un moment donné... Il était plus populaire. Il était plus populaire parce qu'il s'est mal pris. On ne peut pas donner de pot de responsabilité à un certain nombre de personnalités avec qui on a eu à travailler et qui ne représentent pas grand-chose. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui essaient de lui poser des bâtons dans les roues. Et il est en difficulté. Il a compris que le message tel que ça continue là, ça ne peut pas l'arranger. Voilà. Il est sorti aujourd'hui par la grande porte. Voilà. Et vous prenez par exemple la Gambie, et c'est parce que le nom dit derrière, on ne sait pas trop, mais il a compris également qu'à un moment donné, si c'est véritablement le Dieu qui lui a parlé, ce Dieu-là a compris aujourd'hui qu'il faut laisser ce pays-là se développer par rapport à tout ce que nous avons connu. Voilà. Dans les autres pays également, où on annonce également qu'au niveau de l'Angola, et José Eduardo Santos, le tout-puissant qu'on connaît, avec ses réseaux, voilà, 1979, qui a annoncé ne plus briguer un autre mandat. Voilà, en 2017 prochainement. Déjà, Paul Kagame de l'autre côté. Qui a également affiché son intention. Qui a affiché son intention. Mais malheureusement, au Togo, on ne sait toujours rien. Et je fais également observer que c'est Yaya Jammeh et M. Fonia Sigbe, les deux, qui avaient refusé lors de la réunion d'Accra l'année dernière sur la question concernant la limitation du mandat et le mot de scrutin, tout et tout. Yaya Jammeh a lâché le président fort. Il a lâché, maintenant, il est le seul capitaine à bord. Il est le doyen des dictateurs, entre guillemets. Maintenant, la balle est dans son camp. Des présidents, on va faire comme ça. Des présidents ou des dictateurs, parce que ceux qui refusent de ne pas céder la main, de ne pas accepter l'alternance, parce que c'est le pouvoir, c'est une question de quoi il a dit en Allemagne.